important pour arriver à étiqueter un petit peu les différents polluants et donc en fonction de ça, les différents risques. Bien évidemment, il faut s'occuper aussi des animaux, voir la contamination animale, le lait, les œufs, le poisson, les champignons, tout ça qui sont des concentrateurs de métaux lourds et de dioxyde. Bien évidemment, le forage et les herbes de pâture, parce qu'il ne faut pas continuer à intoxiquer les animaux. Et puis bien évidemment, s'occuper et se préoccuper des animaux malades morts. Et parallèlement, sur toutes ces choses-là, il faut chercher dioxyde, furane, métaux métalloïdes, amiante. Et ensuite, en fonction de ces résultats-là, d'action, il faut faire des mesures de précaution particulières, adaptées, et puis bien évidemment déterminer des bilans biologiques et les campagnes de dépistage. Or, à l'heure actuelle, on ne sait pas grand-chose. Les différentes analyses officielles ne nous amènent pas énormément de résultats qui permettent de déterminer une vérité. Par exemple, ce petit schéma-là explicatif, c'est Alpo Normandie qui nous a donné ça, qui a ça sur son site. C'est en fait le nuage de soufre, avec les microparticules. Donc, la préfecture dit que la normale est ici. Donc, il y a eu juste un petit pic pour eux. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est la densité, toute la surface ici. Et toute cette surface-là, en fait, ça correspond à une partie très très importante de particules qui ont été émises et qui nous sont tombées dessus. Mais on garde la ligne. Donc, vraie vérité, la vérité entre guillemets politique, c'est cette ligne-là. Et c'est pas la somme, c'est-à-dire la surface de tous ces toxiques. Donc ensuite, il y a tout l'aspect symptômes cliniques, mais il y a aussi tout l'aspect impact psychologique qui est aussi fondamental. Et Martine Fleury, psychiatre, alors, on a marqué jeunesse du stress chronique. On va dire un mot très rapidement. Je suis vraiment désolé de t'interrompre. C'est juste pour m'excuser. Parisien tête de chien prend son train. Mais je vous laisse en d'excellentes mains, notre présentatrice, et puis Aurélie, et puis toute l'équipe. Merci vraiment d'être avec nous ce soir. Merci d'agir avec nous. Moi, je suis super impressionné, heureux, ému de voir qu'on est tous ensemble là. Et j'ai plein d'espoir sur ce qu'on va être capable de faire ensemble. Mais voilà, 1000 excuses, je dois rentrer à la maison, écouter mes enfants. Mais bon, sur Internet et sur la web, je serai à votre disposition. Et je crois au nom de Corinne qui est en train aussi de prendre ses affaires. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci Olivier. Voilà, donc je reprends, on a décidé donc de nommer cette diapo jeunesse du stress chronique. Bien sûr, il y a eu un stress aigu le jour. Je ne vais pas vous raconter tout ce que vous avez vécu, mais selon l'endroit où vous étiez, parce que il y en a qui étaient quand même extrêmement près, y compris les personnes habitant Petit-Quevilly qui ne figurent pas dans la liste des fameuses sommets. Mais il y a des personnes qui ont eu extrêmement peur, qui ont eu peur pour eux, qui ont eu peur pour leurs enfants, des enfants qui ont eu très peur, et qui ont continué à avoir très peur pendant un certain nombre de jours. Maintenant, ce qui s'installe, c'est un stress chronique. Et ce stress chronique, il est généré par le fait, ça a été dit par Corinne Lepage, ça a été dit par le collègue Jean-Christophe Offray, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on a respiré, on ne sait pas ce qu'on a bu, on ne sait pas ce qu'on a mangé, et on ne sait pas ce qu'on peut boire, on ne sait pas ce qu'on peut manger, on ne sait pas ce qu'on peut toucher, on ne sait pas ce qu'on peut respirer, c'est extrêmement concret. C'est extrêmement concret et ça a des conséquences vraiment dans la vie de tous les jours.
Alors, ce qui est évidemment générateur du stress, c'est le fait que la gestion de crise, comme vous le savez, n'a pas été véritablement satisfaisante, puisque quand on tient des discours contradictoires, on sait que des messages paradoxaux, ça génère au minimum de l'anxiété, ça peut même aller bien au-delà. Donc, quand on nous dit ben oui, il n'y a pas de toxicité aiguë, ben c'est quand même un peu toxique, mais finalement, non, c'est pas si grave, mais oui, mais quand même, bon, allez pas vous promener et puis rester chez vous, mais il n'y a pas véritablement de confinement, c'est-à-dire qu'on dit une chose et son contraire immédiatement après. Ça, c'est vraiment générateur de stress chronique, surtout quand on n'a pas les outils pour comprendre de quoi il s'agit, et on ne risque pas d'avoir les outils quand on n'a pas les informations. Et ça a été d'autant plus alimenté que ça a été totalement interrompu par un événement sur lequel je ne reviendrai pas. Mais à partir de midi, on avait disparu des radars. Voilà. Alors, il y a eu aussi, bien sûr, les fameuses fake news sur les réseaux sociaux. En tout cas, même si ce n'était pas des fake news, une libération de parole qui peut être extrêmement violente. Tout ça, c'est pas très serein. Quelles sont les populations, évidemment, qui sont particulièrement inquiètes et qui nous, médecins, nous inquiètent? Eh bien, c'est les populations les plus fragiles, les jeunes enfants, bien sûr, et les femmes enceintes. Et peut-être femmes enceintes encore plus que les jeunes enfants, puisque comme on ne sait pas ce qu'on a respiré, on ne sait pas ce qui risque de se passer. Bon. La crise en elle-même, ça a été l'incendie, ça a été les explosions, ça a été l'exposition aux nuages avec des odeurs qui étaient absolument irrespirables et qui ont provoqué tous les symptômes qu'on connaît. Et puis ces suies et ces dépôts qui sont quand même pas habituels, c'est pas normal quand on va dans son jardin de trouver des blocs d'hydrocarbures et des fibres bizarres qu'on ne sait pas forcément identifier. Et aujourd'hui, c'est assez facile, on est à plus d'un mois de dire « Ah mais oui, c'est évident, c'était de l'amiante ». Ouais, moi, je peux vous dire qu'en tant que praticien, j'ai eu des patientes qui m'ont dit « J'ai vu un truc bizarre dans mon jardin, j'ai un chien et un enfant, je me suis dit « Je peux pas laisser ça, je sais pas ce que c'est ». Et puis, ils ont pris ça quand même avec précaution, donc en général en prenant un sac en plastique, et puis sans les mettre à la poubelle. Puis après, ils ont su que c'était de l'amiante. Bon. Et ça, c'était la partie visible de l'iceberg, mais il y a bien sûr les particules fines d'amiante qui ne sont pas visibles. Bon. Tout ça, évidemment, ça alimente le stress. Les informations donc, continuent d'être incomplètes, parcellaires. On ne sait pas trop quelles sont les compétences des gens qui délivrent l'information. Et dans le quotidien, il y a une modification du mode de vie. Donc ça veut dire qu'on fait attention. On est en attitude véritablement d'alerte. C'est-à-dire que ceux qui ont entendu les explosions peuvent continuer à sursauter en entendant des bruits qui ressemblent à ces bruits d'explosion, d'autant qu'au début, quand on a entendu des explosions, on n'a pas forcément mis un mot en se disant c'est une explosion, c'était un bruit inhabituel. On peut aussi, évidemment, être en train de se poser des questions quand on achète des aliments, ils viennent d'où, ils ont été récoltés quand, etc. Est-ce que je peux faire confiance à mon commerçant qui me dit que non, ça ne vient pas de la région qui a été touchée? Également, pour tous ceux qui ont des jardins, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse mes enfants continuer à jouer dans le jardin, ou est-ce que je leur interdis de jouer dans le jardin? Mais comment je leur explique, surtout s'ils sont très petits? Et si je les laisse jouer, dans quelles conditions je les laisse jouer? Comment je fais pour créer un sas pour être sûr qu'ils ne vont pas ramener sous leur semelle éventuellement des particules qui pourraient être nocives? Donc tous ces changements de mode de vie continuent et contribuent à entretenir ce stress chronique. Et j'invite tous ceux qui se sentent concernés, je pense qu'il y en a un certain nombre ici, à utiliser des outils extrêmement simples de gestion de stress qui sont basés sur la respiration. Il y en a un qui est très très simple, qui s'appelle la cohérence cardiaque. Alors la cohérence cardiaque, c'est un mot qui en fait est un peu un résumé, c'est cohérence de la variabilité cardiaque. Je ne vous ferai pas un cours pour vous dire ce que c'est. Vous allez sur internet, vous trouverez
trouverez des applications, y compris pour mettre sur votre mobile. Et je vous assure, ça marche, il faut le pratiquer 3 fois par jour. Pendant 5 minutes, c'est vraiment extrêmement efficace. On a des études qui montrent l'efficacité dans des pathologies telles que le diabète, la perte de poids, etc. Donc c'est garanti, ça marche. Bon. Il y a aussi la respiration au carré que ceux qui pratiquent le yoga connaissent, où il faut simplement respirer en 4 temps, d'une durée identique. Hein. Inspire, pause, expire, pause, de durée identique. Voilà. Après, pour ceux qui sont vraiment très très angoissés, bien sûr, vous pouvez faire appel à votre médecin, vous pouvez faire appel à un psychologue pour avoir des techniques plus élaborées de gestion de l'événement traumatique lui-même. Et on a des outils qui sont également remarquablement efficaces pour arriver à se déconditionner de la cause d'un stress aigu qui est devenu chronique. Voilà, je vous passe la parole. Mais au moins, on va vous donner les pour et contre. Pourquoi est-ce que je peux laisser des enfants dans le jardin, mais comment est-ce qu'il faut que je les prémunisse ou comment? Parce qu'en fait, on ne sait pas trop, tant qu'on n'a pas les résultats réels, on ne sait pas trop ce qui nous tomber dessus. En sachant que les conditions météo étaient aussi totalement particulières d'un endroit à un autre. C'est-à-dire que la pluie fait tomber les suies, par exemple, les suies, les polluants. Il y avait des endroits où ça pleuvait beaucoup plus que d'autres. Il y a des endroits, avec du relief, en fonction du relief, il y a une accumulation qui n'a pas forcément sur le hauteur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il y a des particularités topographiques qui sont très importantes. Bien évidemment, on développe des relations avec les autres bateaux, en particulier avec les parties. Avec Attaque, on a été à une réunion avec eux. Toute la partie sanitaire, donc ça, Nathalie va vous développer. L'enquête épidémiologique qui est fondamentale. L'enquête épidémiologique est prévue de débuter par le gouvernement, est prévue de débuter en mi-décembre. Et pas l'enquête en elle-même, le travail, savoir ce qu'on va mettre dans l'enquête. Et les résultats de l'enquête, enfin l'enquête débutera à ce moment-là, soit en mars 2020, soit éventuellement en juillet 2020, ou alors sera terminée en juillet 2020. Donc ça veut dire qu'on a le temps de s'intoxiquer d'ici là. Donc l'enquête aussi sur les biologiques, nous ce qu'on va essayer de récupérer, c'est aussi tous les examens biologiques qui ont déjà été faits, pour essayer de coordonner et de faire un petit peu l'épidémiologie biologique. Et Nathalie vous expliquera ça. L'expertise toxicologique dans notre groupe, vous allez voir, on a des experts en toxico, hein, donc il y en a qui travaillent sur l'amiante, l'amiante, on travaille aussi sur les dioxines, on travaille sur tous ces éléments-là. Donc on travaille, même si actuellement on n'a pas énormément de choses à vous dire là-dessus, on travaille énormément parce que, comme vous l'avez dit Corinne Lepage aussi, il faut faire attention où on met les pieds, hein, parce que si on évite des choses, on risque vite d'avoir un retour bateau. Donc on est très prudent. Donc synthèse géographique, c'est ce que je vous ai parlé en fonction de localisation. Hein, donc l'enquête épidémiologique, ça va être tous les symptômes, etc. des gens. La biologie, et on va voir si en fonction de ces anomalies, s'il y en a dans l'enquête épidémiologique et dans les enquêtes biologiques, ça correspond à un endroit bien précis. Et à ce moment-là, ça va nous permettre de cibler éventuellement les investigations des endroits qui ont été plus atteints que d'autres. Après, il y a tout le travail de santé institutionnelle, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on aille voir l'agence régionale de santé, qu'on aille voir. Ce matin, on a vu le président de l'ordre des médecins. L'URML, on a un nouveau médecin qui est dans notre groupe, qui est secrétaire adjoint de l'URML, c'est-à-dire l'URML, c'est l'Union régionale des médecins libéraux. C'est-à-dire grâce à ça, on peut toucher l'ensemble des médecins libéraux et les informer, et les sensibiliser. Ça, c'est déjà bien avancé. Depuis 15 jours, ça fait 15 jours. Il va falloir aussi qu'on aille voir aussi au niveau de la questionnaire d'assurance maladie, parce que tous ces examens-là ont un coût. Donc leur expliquer le bien fondé de tout ça, hein, pour qu'ils ne soient pas surpris. Sensibiliser aussi les mutuelles, donc ça il faudra peut-être qu'on voit aussi avec Pierre Emmanuel, puisqu'il s'occupe des assurances. Hein. Voir avec les mutuelles santé pour leur expliquer un petit peu l'avantage par rapport aux risques. Hein, parce que si
si dans 30 ans, comme à ces réseaux, on s'aperçoit qu'il y a plus de cancer de sein, qu'il y a